Alors, il y a un truc cool sur cette chaîne, c'est qu'on cherche vraiment à apprendre des nouvelles choses sur un thème qui est pas forcément évident. Et la vérité, c'est que même si c'est hyper intéressant, à la longue, ça peut parfois devenir lourd, pénible, fatigant. Alors j'ai pensé que ça serait bien de faire un peu respirer le contenu avec un nouveau format, plus léger et détendu. Moi, je suis quelqu'un qui consomme énormément de fiction, tous médias confondus, et dans ces fictions, il y a des personnages qui ont des profils psychologiques absolument fascinants. Alors je me suis dit que ça serait marrant de faire un peu de psychologie de comptoir et voir si c'était possible de dresser un bilan de l'état mental de ces personnes. Bien évidemment, le but du jeu, ça va pas être de produire un truc vraiment sérieux, on va juste blablater, mais bon, vous commencez à connaître votre humble serviteur, on sait jamais, vous n'êtes pas à l'abri que je vous ponde une pépite sur un malentendu. Alors, trêve de bavardage, c'est parti. Le premier personnage qu'on va accueillir dans notre cabinet, c'est Guts de l'œuvre Berserk. Pour ceux qui ne le connaissent pas, faut savoir dans un premier temps que quand on fait l'historique de vie du personnage, en termes de quantité d'événements traumatiques, il est loin, mais alors vraiment loin d'arriver dernier. Si je me trompe pas, Guts, à la base, c'est un bébé qui va naître du cadavre d'une femme pendue encore accrochée à la corde, et qui, en étant expulsé de son corps, va tomber dans une flaque composée d'un mélange de sang et de liquide amniotique. Ça, c'est le premier instant de son existence. Il va être trouvé là, puis recueilli par Sis, la femme de Gambino, le chef d'un groupe de mercenaires. Ce même groupe de mercenaires étant un peu terrorisé à l'idée d'adopter un enfant d'un tel mauvais augure. Et en parlant de mauvais augure, il aura 3 ans quand il va voir sa mère adoptive mourir défigurée par la peste. À partir de là, il sera pris en charge par le fameux Gambino qui l'initiera à la vie hostile et misérable de mercenaire. Et quand je dis pris en charge, je veux dire qu'il sera traité comme un chien, un esclave, une vermine qui lui traîne dans les pattes. Il y aura quand même certains micro-moments presque paternels qui vont laisser Guts espérer être un jour accepté. Après un cours de maniement à l'épée tellement violent que même les autres mercenaires vont faire remarquer à Gambino que pour un enfant de 6 ans c'est quand même un peu abusé, il y a cette image extrêmement marquante où on voit Guts dormir en tenant son épée contre lui. Cette même épée dont la taille est juste disproportionnée pour un enfant de son âge, et pourtant c'est cette image ajoutée à ces bandages ensanglantés qui nous font comprendre et ressentir quelque chose de crucial dans la psychologie du personnage qui est vraiment à un âge où l'identité est en train de se construire. Cette chose, c'est que malgré son âge, malgré sa fragilité, malgré les difficultés et toute la violence d'une vie dans un monde qui semble dénué de toute forme d'espoir, de pitié ou de la moindre miséricorde divine, Guts reste accroché à la vie. Il est accroché à l'idée de se défendre quoi qu'il arrive et peu importe le niveau d'adversité. Le fait qu'il dorme avec son épée contre lui, c'est un signe qu'il a internalisé et admis en son fort intérieur que même si la vie est brutale, il est entièrement disposé à être brutal en retour. Et ce qui est touchant, c'est que se battre, c'est même pas forcément un choix conscient, dans la mesure où c'est pas comme s'il avait une vie agréable à défendre. Au contraire, il a rien. Mais vu que depuis tout petit, on lui a appris à se battre, à lutter, à ne pas se laisser faire, ça va simplement devenir une seconde nature. Et cette seconde nature, elle va venir malheureusement se confirmer de façon assez sordide quand, à l'année de ses 9 ans, à la suite de sa première bataille où il commettra son premier meurtre, un membre de sa troupe se glissera dans sa tente pour le violer. Ce dernier lui affirmant en plus que c'est Gambino qui l'a vendu. Mais Guts, accroché psychologiquement à cette figure parentale par déni ou syndrome de Stockholm, refusera de le croire. Lors d'une bataille, quand l'occasion se présentera, Guts se fera justice en infligeant la mort à son agresseur. 2 ans plus tard, sous l'emprise de l'alcool, Gambino avouera à son tour avoir bel et bien vendu Guts et cherchera même à le tuer car il le tenait secrètement pour responsable de tous ses malheurs. Choqué par l'horreur de cette révélation et voulant simplement se défendre, Guts lui ôtera la vie et s'enfuira malgré les nombreux mercenaires lancés à ses trousses. Laissé pour mort au pied d'une falaise, il est allongé, agonisant au sol, il lève la tête et remarque au-dessus de lui un ciel étoilé. À cette vue, il reste stupéfait comme s'il était écrasé par tout le poids du monde, par l'immensité de l'univers, par l'infinité des étoiles. Cette même infinité qui nous rend parfois nihilistes, à trop douter de notre éventuelle importance dans l'univers et le véritable sens de notre vie. Cette même infinité qui nous rappelle à nos dépens qu'on n'est qu'à peine qu'un simple grain de poussière sans aucune importance, aimé par personne et attendu nulle part. Et même avec une flèche dans le torse, une hémorragie et des côtes cassées, face à cette vision, Guts se relève et continue d'avancer. Et comme si c'était pas assez, il se retrouve encerclé par une meute de loups. Guts conscientise le fait qu'il va mourir, et pourtant par pur instinct, il va lever son épée et se défendre. Et pendant qu'il lutte, ses émotions prennent le dessus, et sa douleur petit à petit est entièrement submergée par sa rage, sa tristesse et toute la colère qu'il porte en lui. Ayant triomphé des loups, il tombera d'épuisement, mais il survivra en étant trouvé et recueilli par un convoi de marchands. Après une ellipse de 4 ans, on retrouve Guts au milieu d'une bataille plus vaillant que jamais. Ses années à survivre en tant que mercenaire lui ont doté d'un corps et d'aptitudes physiques absolument hors du commun, et son talent à l'épée, associé à son génie du combat, sont loin d'être en reste. Il se fera particulièrement remarquer par les différentes factions alliées lors de cette bataille, en triomphant à lui seul du champion ennemi malgré son jeune âge.
Un des chefs de faction lui proposera même de l'engager pour le triple de son salaire et de faire de lui un écuyer, ce qui aurait pu donner à Guts une vie un peu plus confortable, mais le chef fera l'erreur de poser la main de façon amicale sur l'épaule de Guts. Ce dernier réagira extrêmement violemment et exprimera de façon catégorique son refus qu'on le touche. Ça, en psychologie, ça a un nom. On appelle ça l'aphenphosmophobie, la phobie du contact physique. Ce qui nous rappelle que malgré toute la force qu'il a acquise, il y a une part de lui cachée qui reste triste, blessé et vulnérable face à ce qui lui est arrivé. Quittant les lieux avec son salaire et sa prime gagnée de façon spectaculaire, Guts se fait attaquer sur un sentier par les sbires d'un autre chef de faction. Mais ces derniers ne représentant pas une grande menace pour lui, il arrive à s'en défaire assez aisément. Il en tue un et en estropie un autre. Et étant en déroute, ils vont se faire secourir par le général de leur troupe, qui va s'avérer être une fille. Ouh là là. ce, qui, ce qui se- ce qui surprendra assez notre héros. Cette dernière est habile et encouragée par ses subordonnés, mais elle se fera tout de même mettre en échec face à la force assez inhabituelle de Guts. Sur le point de recevoir le coup fatal, cette dernière se fait secourir in extremis par le chef de faction. Celui-ci provoque Guts en duel et triomphe de lui. Guts se réveille plus tard dans une tente qu'il ne reconnaît pas, ses blessures ont été soignées, et en sortant, il découvre le campement de ses assaillants, et remarque notamment que cette troupe est composée globalement de gens de son âge. Il échange quelques mots avec certains d'entre eux et rejoint leur chef qui lui exprime de façon très élogieuse tout l'intérêt qu'il porte à Guts et son désir profond de le voir les rejoindre. Guts met en doute la sexualité de son interlocuteur. Mais Griffiths, possédant son certificado de heterosexualidad, lui expliquera que c'est principalement les aptitudes militaires de Guts qui l'intéressent, j'ai bien dit principalement. Mais Guts, étant profondément asocial, refusera, et nos deux protagonistes se mettront donc d'accord sur un nouveau duel dont le gagnant décidera de la suite des événements. Ce duel, c'est Griffiths qui le gagnera, ce qui officialisera l'arrivée de Guts au sein de la faction qui se nomme la Troupe du Faucon. Avec l'intelligence de Griffiths, la force de Guts et la fidélité de la troupe, ils vont se mettre à réaliser des exploits militaires conséquents et ces victoires successives feront gagner à Guts la confiance et la sympathie de ses nouveaux camarades. Ils auront à son égard une attitude amicale et même parfois familiale, et malgré sa nature laconique et taciturne, Guts va finir par tisser des liens avec eux et se sentir un peu plus à sa place, car les circonstances vont être vraiment propices à son épanouissement. Et en parlant d'exploits militaires, il y a une bataille difficile et pourtant importante pour l'avenir de la troupe qui se prépare. Comme d'habitude, Guts met au point une manœuvre très intelligente, très pointue qui pourrait leur assurer la victoire, mais Guts, au moment de la mettre en œuvre, par instinct ou par réflexion, va faire un truc un peu casse-cou. Et de par sa prise de risque, il va faire pencher la bataille en leur faveur, mais au moment du débrief, là où tout le monde est content et félicite Guts, Casca va s'isoler avec lui et va l'engueuler. À quoi tu joues? Que veux-tu dire? Ne joue pas au plus malin, ta mission se limitait à couvrir mon attaque du quartier général en gênant les ennemis. Et au lieu de ça, tu t'es lancé malgré tous les efforts pour te contenir dans une attaque suicide, tu te prends pour un héros? Par chance, cette fois-ci, nous avons réussi, mais ton comportement égoïste pourrait mettre la brigade entière en danger. Je suis désolé, la prochaine fois, je serai plus attentif. Foutaise, tu es un hypocrite et tu refais toujours les mêmes erreurs. Tu es exactement le même qu'il y a 3 ans quand tu as agressé Griffiths. Pour toi, la seule chose qui importe est de te servir de ton épée. Tu ne te soucies pas de tes compagnons, tu n'es qu'un chien enragé. En psychologie, ce dont elle l'accuse, ça s'appelle la sociopathie. Un sociopathe est une personne affectée par des troubles de la personnalité et qui manifeste un comportement antisocial, impulsif et dénué de culpabilité. Il est marqué par une impulsivité, une tendance au passage à l'acte, une absence de culpabilité et des difficultés à se conformer aux normes sociales. Et là, on pourrait penser qu'elle en fait trop, qu'elle abuse ou même qu'elle est jalouse. Mais pour ceux qui connaissent Berserk et qui savent comment Guts va évoluer en bien et en mal dans la suite de l'œuvre, ce passage il fait très mal. Parce que ce qu'elle dit, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Et il fait d'autant plus mal parce que, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler, Guts, il est secrètement amoureux de Casca. Il est tellement secrètement amoureux que lui-même, à ce moment-là, il n'en a pas forcément conscience. Et quand c'est la personne que t'aimes le plus au monde qui met le doigt sur les pires aspects de ton âme, ça fait mal. Quand c'est quelqu'un que t'aimes, quelqu'un que tu voudrais peut-être laisser rentrer un peu plus dans ton intimité, qui te dit t'es pas quelqu'un de bien, t'es violent, t'es fou, t'es bizarre, t'es pas fiable, on peut pas compter sur toi, c'est pour Guts un tout nouveau type de souffrance abominable qui peut rajouter à sa collection de traumatismes. Et le pire, c'est qu'il le sait. Pour lui, c'est pas un scoop. Il le sait qu'il est bousillé de l'intérieur et qu'il est irrécupérable. Il le sait qu'il y a un truc au fond de lui qui est sauvage, indomptable, et ça fait qu'il a sa place nulle part. Mais lui, il a rien demandé. Tout ce qu'il veut, c'est que la vie, elle le laisse enfin tranquille. Alors cet échange, il va le garder dans un coin de sa tête. La troupe repart en bataille, mais se font mettre cette fois-ci en grande difficulté. Guts vient en secours à Casca, et une suite d'événements fait qu'ils se retrouvent isolés du groupe et doivent se cacher.
Casca, étant une femme mature et reconnaissante, profite de ce moment pour régler ses comptes avec Guts. Elle lui explique que si elle le déteste autant, c'est parce que depuis son arrivée dans la troupe du Faucon, Griffiths a changé. Il a des comportements inhabituels, comme le fait de se mettre en danger de façon impulsive pour autrui. Et ça, additionné à la nature bestiale de Guts, pourrait selon Casca mettre en danger toute la troupe du Faucon et le rêve global de Griffiths. Et elle fait comprendre subtilement qu'elle est frustrée que Griffiths a autant changé pour Guts et pas pour elle, hashtag triangle amoureux. Et encore une fois, même si Guts n'est pas vraiment la personne la plus expressive au monde, cet échange, il est loin de le laisser indifférent et vient alimenter une pensée qui germait en lui. Une chose en amène une autre, Guts tue une centaine d'ennemis pour protéger Casca, et celle-ci remarque que même s'il a bien une part de lui qui est obscure, il a aussi une part de lui qui est pleine de bonté, de courage et de sollicitude. De retour au campement, Casca cherchera Guts pour lui donner de quoi soigner ses blessures. Elle le trouvera seul au sommet d'une colline isolée sur laquelle il a une vue sur toute la troupe. Au cours de leur discussion, Guts lui fera remarquer que d'ici, il voit chaque feu de camp de chaque soldat de la troupe, et que pour lui, chaque feu de camp lui fait penser métaphoriquement au rêve qui anime secrètement chaque soldat. Et Guts avoue à Casca qu'il se sent différent de ces gens. Il se sent différent de Casca, et il se sent différent de Griffiths. Parce que lui, il ne fait pas tout ça pour un rêve. Il tue pas des gens dans le but de devenir un noble et pouvoir se marier, ou mettre de l'argent de côté et ouvrir une boulangerie. Lui, il tue pour tuer. Lui, il tue parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Et maintenant que la route de la troupe du Faucon arrive à son terme, dans le sens où toutes ces victoires leur ont permis d'avoir les faveurs du roi et qui sont à deux doigts de tout se faire anoblir, Guts confie à Casca qu'il a l'intention de s'en aller. Et cette décision, elle va provoquer une cascade d'événements qui vont aboutir au plus grand drame que je connais de l'histoire de la dramaturgie. Mais pour revenir à Guts, ce qui est vraiment particulier chez lui, c'est qu'il dit pas tout ça en démontrant de la tristesse. Guts ne chouigne pas, il ne fait jamais dans le pathos. Et ça déstabilise énormément son entourage. On peut même penser que cette difficulté ou même cette incapacité qu'il a à exprimer des émotions, c'est quelque chose qui entrave ses relations. La question qui se pose donc, c'est est-ce qu'il y a un seuil dans la souffrance à partir duquel tu es disqualifié de tout schéma relationnel classique? Est-ce que la vie elle peut te percuter avec une force et une violence telle que tu ne pourras plus jamais avoir d'amis, de famille ou même de partenaires? Et si la réponse c'est oui, la question que ça appelle c'est est-ce qu'il y a une réhabilitation possible? Est-ce qu'il y a l'espoir que les choses s'arrangent? Dans la réalité, il existe tout un tas de thérapies, il existe des traitements, il existe des procédures médicales, des approches humanistes, des points de vue philosophiques qui ont été développés par des gens qui sont loin, mais alors vraiment loin d'être bêtes. Mais est-ce que tout ça, ça peut réparer quelqu'un de profondément brisé, qui a été piétiné par la vie? Moi, je pense que oui, mais pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui. La psychologie fast-food et je m'en foutiste qu'on sert aujourd'hui dans les cabinets parisiens, elle a son palmarès, hein. Je dis pas, elle a réussi à soulager certaines personnes. Faut pas cracher dessus. Mais bon, faut pas non plus trop ouvrir les placards et regarder sous le tapis, parce qu'on pourrait tomber sur un bilan vraiment pas reluisant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Peretti, dans le livre qu'on a vu sur cette chaîne, il le dit bien que la psychothérapie, elle doit être réformée, elle doit être repensée. On doit lui accorder les moyens et la place sociale qui lui est due pour le bien de tout le monde. Et pour clôturer cette vidéo, je vais faire un truc assez original et inhabituel à cette chaîne. Je vais conclure en vous lisant une introduction. C'est l'introduction d'un bouquin qui s'intitule Guérir de son enfance et qui a été écrit par Jacques Lecomte, un nom que vous avez déjà entendu sur cette chaîne. Un gamin orphelin sans valeur à ses propres yeux se met soudain à travailler quand un maître d'école porte un regard affectueux sur lui, ce qui change définitivement sa vie. Une petite fille incestée trouve refuge auprès de brebis qui lui offrent un peu de leur douceur lorsque la situation à la maison devient insupportable. Aujourd'hui, elle consacre une part importante de son énergie à accompagner les personnes abusées sexuellement dans leur enfance. Un garçon de 12 ans observe son beau-père frapper sa mère et décide alors de ne jamais faire la même chose lorsqu'il sera adulte. Il est devenu un tendre compagnon et un père aimant. Qui pourrait deviner en les côtoyant aujourd'hui qu'ils ont vraiment subi des moments particulièrement douloureux? Les résilients, ces alchimistes de l'existence qui ont su transformer le métal de la souffrance en or du lien interpersonnel et de la réflexion sur soi, sont bien plus nombreux que nous l'imaginons. Ils vivent au milieu de nous, leur comportement familial, social et professionnel laisse généralement bien peu transparaître de leurs histoires, et ce n'est que souvent qu'auprès des proches qu'ils acceptent de se confier. Ils sont à mes yeux comme des perles de grand prix, mais invisibles. En les rencontrant, en lisant leurs écrits, en retransmettant leurs témoignages, je me suis efforcé de rassembler ces perles en un collier visible, de comprendre comment une vie pouvait s'illuminer de multiples petits éclats colorés. Définir et évaluer la résilience n'est pas un exercice facile. J'ai écrit il y a quelques années un article qui tentait de résumer ces difficultés, ayant pour titre « Qu'est-ce que la résilience? Question faussement simple, réponse nécessairement complexe ».
Je montrais notamment que la résilience était un processus multidimensionnel, les caractères d'évaluation varient d'une étude à l'autre, relations avec les pairs, résultats scolaires, bien-être perçu, adaptation sociale, etc. Un enfant considéré comme résilient selon tel critère peut ne plus l'être selon tel autre. De plus, le nombre de personnes considérées comme résilientes varie en fonction du nombre de critères choisis. Il est évident que plus les critères sont nombreux, moins il y a de personnes qui y répondent. Se pose également la question de la personne qui évalue la résilience d'un individu. Des études ont mis en évidence que le niveau d'anxiété ou de dépression d'un enfant n'est pas le même selon qu'il est évalué par un parent, par la victime, par des camarades de classe ou encore par l'enseignant. Dans cet ouvrage, j'éviterai d'aborder ces subtiles distinctions, fort utiles pour le chercheur, mais bien moins pertinentes pour l'individu en cours de résilience ou pour le travailleur social ou le thérapeute. Je m'intéresserai bien plus aux parcours qui permettent à une personne à l'enfance blessée de s'en sortir. Pour cela, je ferai appel à de multiples sources d'informations, en particulier études scientifiques et autobiographies, les unes et les autres se complétant harmonieusement. Je ferai parfois référence à une recherche que j'ai menée dans le cadre d'un doctorat en psychologie sur l'itinéraire de personnes ayant été maltraitées dans leur enfance et qui sont devenues de parents affectueux. Cette enquête repose d'une part sur une recherche quantitative, 128 questionnaires répartis en 4 catégories, personnes non maltraitées dans leur enfance, personnes légèrement maltraitées psychologiquement, personnes fortement maltraitées psychologiquement, personnes fortement maltraitées physiquement et psychologiquement. D'autre part, sur une recherche qualitative, entretien avec 15 personnes maltraitées physiquement et ou psychologiquement dans leur enfance. L'enseignement de tous ces apports est que les éléments qui permettent à un enfant blessé de devenir résilient n'ont rien d'extraordinaire. Se sentir aimé, se développer dans un cadre structurant, découvrir que la vie a du sens, en sont les principales facettes. En fin de compte, ces facteurs sont aussi ceux qui conduisent un enfant non traumatisé à être heureux. C'est pourquoi tant de personnes se reconnaissent dans les descriptions des parcours de résilients, même s'ils n'en ont pas subi de trauma. Mais cela n'aurait évidemment aucun sens de vouloir copier à l'identique telle tranche de vie décrite dans ce livre, transformant une histoire spécifique en méthode reproductible. Chacun peut toutefois s'en inspirer, s'interroger sur la manière dont il peut en tirer profit dans son parcours personnel. Si c'était le cas, alors ce livre aurait atteint son but. Et si, en comprenant mieux la résilience, chacun d'entre nous apprenait à être plus heureux. Maintenant que ça c'est dit, on va se quitter. Si vous voulez que je fasse un résumé vulgarisé du bouquin de Lecomte, demandez-le. Si vous voulez qu'on poursuive notre exploration des pensées de Goethe, demandez-le. Si vous voulez qu'on fasse Griffiths ou un autre personnage d'une autre œuvre, demandez-le aussi. Parce que cette chaîne, c'est un peu une alliance thérapeutique sur un modèle empathique et humaniste. Dites-le si vous avez la ref.